Bonsoir à toutes et à tous. En attendant que les prochains auditeurs nous rejoignent, je vais procéder à mon introduction. Donc, chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être venus nombreux. C'est comme d'habitude une grande joie pour nous de vous recevoir. Ce soir, pour échanger sur le sujet des droits humains, nous avons l'immense plaisir de recevoir un eurodéputé. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël Glucksmann. Nous vous remercions d'avoir pris le temps pour échanger avec nous. Vous êtes ancien conseiller de Mikhail Saakashvili, président de la Géorgie. Vous avez participé en octobre 2018 à la fondation du mouvement Place Publique en vue des élections européennes de mai 2019. Élu député européen, vous êtes désigné vice-président de la sous-commission des droits de l'homme. Et en septembre 2020, vous devenez également le président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne. Vous avez fait de la cause ouïghour votre cheval de bataille. Nombreuses ont été vos interventions dans les médias mainstream, mais aussi auprès des jeunes, notamment via le réseau social Instagram. Mais ce soir, au risque de vous surprendre, je ne veux pas restreindre votre activité au combat pour les Ouïghours. Ce soir, nous voulions nous pencher sur l'ensemble de votre cause. Ce soir, nous allons nous interroger ensemble sur la question du profit et de la défense des droits humains au sein d'une institution toute particulière dans l'histoire de la gouvernance, l'Union européenne. Une institution qui s'est créée avec la volonté d'allier échanges commerciaux et paix entre nations. Un idéal aujourd'hui, je pense que nous pouvons le dire, acquis, mais qui néanmoins soulève la question de l'ingérence. Jusqu'où l'Union européenne peut-elle défendre ses valeurs? Jusqu'où doit-elle défendre ses valeurs et à quel coût? Vous êtes impliqué au Parlement dans les commissions qui défendent la cause des minorités opprimées. Dans votre travail, il y a des éléments pertinents à relever. Tout d'abord, on peut dire que vous êtes un politique, activiste, militant. Vous redéfinissez le cadre, le champ d'action d'un député. Sur Instagram, votre terrain de jeu favori, vous n'avez pas moins de 600 000 abonnés. C'est assez frappant de voir de quelle manière vous réussissez à mobiliser votre communauté. Pour mettre en relief la situation de peuples opprimés, vous montrez des images qui dérangent et appelez à la pétition. Est-ce donc cela la politique de demain? La politique à l'ère du tout numérique? La politique à l'ère du désintérêt croissant des jeunes envers les enjeux politiques? Faire de la politique en étant proche de vos électeurs, c'est, selon vous, bien plus efficace que les débats au sein du Parlement européen. Stimuler un large public et encourager la population à soutenir une cause, un combat, c'est donc la première étape du processus. Après avoir brisé l'omerta en médiatisant les faits génocidaires dans le monde, comment fait-on? Comment est-ce que l'on transforme cela vers quelque chose de concret qui va faire infléchir le pouvoir des oppresseurs? Dans un premier temps, il faut faire remonter ça sur un plan politique, institutionnalisé, officiel. Pour rompre avec ce qui alimente cet engrenage, vous avez donc attaqué directement les grandes entreprises qui exploitent des Ouïghours. Votre stratégie est d'appeler à un boycott de ces dernières pour qu'il y ait une réaction de leur administration. Vous voulez responsabiliser les firmes. Ainsi, le devoir de vigilance vient d'être apporté au Parlement européen. Le but est de rendre enfin les multinationales responsables des violations des droits humains, sociaux et environnementaux sur leur chaîne de production. Une fois que l'on a coupé les fonds, que les entreprises ne font plus marcher et pérenniser le système et n'emploient plus de travailleurs ouïghours, il faut s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire concrètement s'attaquer aux États qui ne respectent pas les droits humains. Mais comment s'attaquer à un État qui n'a pas le même sens des droits humains que nos démocraties occidentales? Le Parti communiste chinois dispose d'un argument massue face à tous ceux qui l'accusent de ne pas respecter les droits de l'homme. Il dit que grâce à lui, 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté ces dernières décennies. Alors, là où les Occidentaux parlent de démocratie et de droits individuels, la Chine répond développement économique et droits collectifs. L'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, estime en 2012 que le rejet idéologique chinois
de tout ce qui touche aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'état de droit s'appuie sur l'affirmation que ces valeurs censées être universelles ne sont en fait que le cheval de Troie des intérêts occidentaux. En dépit de ces éléments, la Chine est toujours membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et elle a été réélue le 13 octobre 2020. Monsieur Glucksmann, vous êtes un député de l'Union européenne. Les relations qu'entretient votre institution avec l'Empire du Milieu ne sont pas au beau fixe. Bien qu'ayant forgé des relations diplomatiques dès 1975, la stratégie économique chinoise envers l'Union européenne a changé. Délaissant ostensiblement Bruxelles, la Chine a fait le choix de relations bilatérales privilégiées avec chacun des pays de l'Union européenne. Comment influencer une si grande puissance dans un tel contexte? Comment peser dans les négociations pour faire infléchir le Parti communiste chinois? De plus, ce dernier est soutenu à l'international. Le 1er juillet 2020 à Genève, lors de la 44e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, 46 pays ont signé une lettre officielle de soutien à la politique chinoise visant les Ouïghours. Vous avez, Monsieur Glucksmann, parlé à cet effet de liste de la honte. Le profit est aujourd'hui une priorité à plusieurs échelles. Dans le concert des nations, les pays émergents font la course au profit. Dans une logique de développement, c'est le profit qui prime. Au cœur de la mondialisation, les entreprises sont en concurrence dans une logique de marché. C'est à nouveau le profit qui prime. En exposant tous ces éléments, j'ai essayé de montrer qu'il s'agit de sortir de notre point de vue occidental pour comprendre en quoi la défense des droits humains dans le monde est un combat semé d'embûches. Merci à toutes et à tous de bien garder vos micros fermés pendant que monsieur les députés prend la parole. Et pour conclure mon introduction, je repose à nouveau la question. Alors, dans quelle mesure le profit passe avant les droits humains? Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. C'est un plaisir d'échanger comme d'habitude. Mais vous avez abordé tellement de points dans votre introduction, cher ami, que j'ai du mal à répondre à tout en même temps. Alors, juste un point que je veux relever. Vous avez dit que mon terrain d'action privilégié, c'était les réseaux sociaux et que je les considérais comme limite plus important que les débats parlementaires. C'est faux. Je pense que les deux vont ensemble, moi. Je pense que justement, un mandat, ça suppose un va-et-vient permanent entre ce qu'on peut appeler l'activisme citoyen et le débat dans les institutions. Moi, je suis présent dans 4 commissions au Parlement européen et je considère que ce qui s'y passe est fondamental, est extrêmement important. Et je veux juste donner un exemple sur la mobilisation sur les marques. Je veux dire, on a lancé des campagnes contre les multinationales qui bénéficiaient via leurs fournisseurs du travail forcé des Ouïghours. On a interpellé, c'est les gens sur Instagram en particulier qui ont interpellé, comme on a pris la liste de A à Z, de Adidas à Z Zara, et ça a mobilisé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ça a obligé les marques à répondre, mais certaines marques comme Adidas, Lacoste ou H&M ont accédé aux demandes des gens qui les interpellaient, c'est-à-dire qu'elles ont cessé leur coopération avec les fournisseurs chinois qui exploitent les esclaves ouïghours, mais d'autres comme Nike ou Zara ont refusé. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'en fait, on a un pouvoir réel sur ces multinationales quand on est ensemble sur les réseaux à les interpeller, parce que certaines obtempèrent, mais on a un pouvoir limité. Et la loi, la législation, le pouvoir politique, l'institution est ce qui peut les contraindre de manière systématique et commune. Et donc, ces campagnes, elles se traduisent au Parlement européen dans les débats sur le devoir de vigilance des entreprises. Pour expliquer aux gens ce que c'est en gros la fin de la séparation complètement lunaire qui existe dans toutes nos institutions entre d'un côté le discours sur les droits de l'homme et de l'autre côté le business. Et on sépare les deux. En gros, on envoie les humanistes patentés parler en commission droits humains et les gens sérieux se retrouvent pour parler business en commission commerce.
Et moi, toute l'idée de mon mandat, c'est de réunir les deux, c'est-à-dire de faire en sorte que la question des droits, qui est les droits humains, sociaux, environnementaux, rentre dans la question commerciale. Et c'est pour ça que je suis à la fois à la Commission des droits humains et la Commission commerce international. Et le devoir de vigilance, l'idée, c'est justement de dire que, vu que les entreprises comme les multinationales ont éclaté leur chaîne de production, eh bien, elles ne sont plus responsables de rien. En réalité, Nike et Zara ne produisant rien elles-mêmes, elles ne sont responsables juridiquement de rien. Ce sont leurs fournisseurs chinois, par exemple, qui violent les droits humains. Et l'idée du devoir de vigilance, c'est de remettre de la responsabilité dans cette pyramide d'irresponsabilité et de faire en sorte que tout ce qui permet de produire la chemise Zara ou la chaussure Nike, Nike et Zara en soient responsables. Tout ce qui permet à Zara ou Nike ou à n'importe quelle multinationale de faire de l'argent, ils doivent, ces multinationales doivent avoir une forme de responsabilité. Et donc, ça, c'est la loi qui peut faire ça. Donc, c'est le débat parlementaire qui peut faire ça. Et en même temps, pour citer le grand philosophe qui nous dirige, et en même temps, s'il n'y a pas les centaines de milliers de jeunes qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, eh bien, le débat parlementaire, on le perd. C'est votre mobilisation ou la mobilisation de certains d'entre vous qui permet ensuite d'obtenir des victoires au Parlement, parce que les députés ne sont pas fous. Ils suivent aussi ce qu'ils pensent être l'opinion, et ce qu'ils pensent être l'opinion en particulier de leurs électrices et de leurs électeurs. Et donc, s'ils voient que la jeunesse entière se mobilise pour imposer cette question, eh bien, ils vont être plus réceptifs ensuite aux arguments que moi je développe, ou pas seulement moi d'ailleurs, dans l'Assemblée. Donc, je pense vraiment que les deux vont ensemble, c'est-à-dire l'institution et l'activisme. Et je pense aussi que c'est le rôle d'un représentant de rendre des comptes et d'impliquer les citoyennes et les citoyens dans son mandat. Enfin, moi, je trouve que la conception qu'on a de la citoyenneté, qui est en gros tous les 5 ans ou tous les 3 ans d'appeler les gens à voter et de considérer que c'est fini, c'est une conception complètement surannée et qui est trahit en fait l'esprit même de la démocratie tel que les Grecs l'avaient pensé, qui était l'idée justement d'un citoyen actif tout au long de sa vie de citoyen, et pas simplement au moment du vote. Et donc là, grâce aux réseaux sociaux, on peut recréer une forme d'agora. Alors j'entends bien tous les gens qui critiquent les réseaux sociaux, oui, c'est terrible, ça abolit les hiérarchies du savoir, c'est désastreux, c'est le règne du complotisme, c'est le règne des fake news, c'est tout ça. Tout ça est vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que c'est une régénération de la cité démocratique. On n'est plus dans une situation où les citoyens sont simplement appelés à voter ou appelés à recevoir un discours politique. On peut de tous devenir acteurs du discours politique et de la pratique politique. Et c'est une force immense. Jamais, la question des Ouïghours ne pénètre dans les institutions s'il n'y a pas la mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier. Jamais les médias ne font de couverture sur les Ouïghours s'il n'y a pas cette mobilisation. Parce que quand on est dans une situation de kidnapping de la parole, où en gros une élite capte cette parole, eh bien, cette élite décide ce qui va ou pas intéresser les gens. C'est même pas qu'il y a de la censure. C'est qu'en fait, on présuppose que les Ouïghours n'intéresseront pas les gens. Et donc, on n'en parle pas. Et quand les gens montrent que ça les intéresse, ben, on se met à en parler. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une interaction permanente entre les deux. Ensuite, vous me demandez, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à un système aussi puissant que la Chine, qui est fondé sur des principes antithétiques et qui considère que lorsqu'on soulève la question des droits humains, eh bien, en fait, on fait de l'ingérence occidentale. Bah, déjà, il faut arrêter sur cette idée qu'on fait de l'ingérence occidentale. Ce qu'on fait, c'est qu'on relaye la voix qui jusqu'ici n'était pas entendue des Ouïghours, qui ne sont pas vraiment des super New-Yorkais. Enfin, c'est des gens qui habitent en Chine, qui sont parqués dans des camps en Chine et qui témoignent et qui demandent qu'on les aide. Donc, en fait, on n'est pas là en train d'aller expliquer ce que c'est que les droits humains, on est en train de répondre aux demandes d'un peuple menacé d'éradication. Et ensuite, on a une idée qui est une idée ultra ancrée dans nos têtes, que la Chine est toute puissante et que c'est un système inébranlable et que nous, par contre, nous sommes faibles, nous sommes divisés, et la Chine joue d'ailleurs de nos divisions, mais cette idée-là est fausse. Enfin, on pense qu'on est dépendant de la Chine, ce qui est vrai, parce qu'on l'a transformé en atelier du monde,
On s'est rendu compte pendant la crise de 2020 et la pandémie qu'on n'était pas capable de produire du Doliprane sans la Chine et qu'on n'était pas capable non plus de produire des masques sans la Chine. Mais l'inverse est vrai aussi. Les dirigeants chinois ont besoin d'écouler leurs produits en Europe. Et l'Europe reste le premier débouché de ces produits, le premier marché du monde, la première puissance commerciale du monde. Tout le problème de l'Europe, de l'Union européenne, c'est de savoir ce qu'on fait de notre puissance commerciale, de savoir si on transforme cette puissance commerciale en puissance politique, si on est capable de mettre cette puissance commerciale au service de principes ou d'intérêts stratégiques à long terme, et pas simplement au principe du commerce en tant que tel. Et là c'est là où il y a la faiblesse de l'Europe. C'est qu'en fait, on ne met plus rien au-dessus du commerce. Et donc, finalement, le commerce devient la fin. Le profit, vous avez dit. Mais le profit ou l'échange commercial, en soi, devient la fin, la finalité. Et donc, si on se limite à ça, on sera toujours un nain politique. Et tout mon travail, c'est d'essayer d'expliquer que moi, je ne suis pas contre le commerce en soi, mais il faut que ça serve quelque chose de plus important pour nous, qui est nos principes, nos intérêts stratégiques et le fait qu'on veuille quand même habiter dans un monde habitable. Et que donc, le commerce, bien sûr, à condition que ça serve ces intérêts stratégiques, cette volonté d'éviter la catastrophe climatique et ces principes sur lesquels on est censé se fonder sont les principes des droits humains. Et donc, si on fait ça, si on place quelque chose au-dessus du commerce, alors le commerce peut devenir quelque chose de positif. Mais le problème jusqu'ici, c'est qu'en réalité, à l'échelle européenne, le commerce est l'objectif en soi. Et là, on va dans le mur. On va dans le mur politiquement parce qu'on n'est pas capable de devenir une puissance politique. Et on va dans le mur, évidemment, écologiquement parce qu'on signe des accords de libre-échange et on favorise l'ouverture absolue des frontières et des marchés. Et le résultat, c'est que c'est une catastrophe écologique. Donc, on a là tout l'enjeu, en fait, de mon mandat. Enfin, moi, ce que j'essaie de faire, c'est à travers le devoir de vigilance et aussi à travers tous les débats qu'on a sur l'accord, par exemple, d'investissement avec la Chine ou sur les accords de libre-échange en commission commerce, eh bien, c'est de montrer qu'en fait, il y a quelque chose au-dessus du commerce, que le commerce devrait servir. Et c'est à la fois se battre pour nos principes, mais c'est aussi se battre pour nos intérêts stratégiques. On ne vit pas dans un monde de bisounours, on peut avoir des intérêts divergents, on a des adversaires stratégiques et le fait de laisser sans contrôle la puissance chinoise s'imposer à ce point, c'est se garantir une confrontation extrêmement dangereuse à l'avenir. Personne, pas une personne que j'ai croisée, personne ne veut entrer dans un conflit militaire avec la Chine. L'enjeu, c'est de se dire que entre ne rien faire, ce qui est la position actuelle, et faire la guerre, ce qui est impossible et surtout pas souhaitable, c'est entre les deux, il y a un immense espace qui s'appelle la politique. Et cet espace-là, qui se fait à coup de relations commerciales tendues, de sanctions, d'interdiction des produits de l'esclavage sur nos marchés, de sanctions contre les responsables chinois, eh bien cet espace-là, c'est l'espace que moi, je voudrais voir les dirigeants européens investir et qu'ils se refusent à investir. Et donc, la grande question que je me pose et que je leur pose, c'est pourquoi se refusent-ils à investir cet espace politique? Et je pense que là-dedans, il y a à la fois la domination des intérêts particuliers sur l'intérêt général, qui est très présent en Europe, et d'autre part, il y a aussi une forme de lâcheté, une forme d'absence de courage politique, d'absence de foi en nous aussi, cette idée que de toute façon on est faible et qu'on ne peut rien faire. Mais ça, c'est une idée lunaire quand on regarde ce qu'est actuellement l'Europe. C'est vraiment la complainte du vieux riche qui dit je suis pauvre et je suis impuissant. En réalité, tu es riche et tu as tous les instruments de la puissance, mais tu décides de ne pas les utiliser parce que tu n'en as pas envie et que tu as la volonté de privilégier des relations commerciales au fait d'exister politiquement. Et ça, pour moi, c'est un renoncement à être qui est une catastrophe et qui n'est pas durable.
Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais peut-être simplement rappeler les consignes rapidement. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez soit prendre la parole en m'envoyant un message pour me préciser de quoi vous allez parler, parce qu'on essaie de suivre un fil directeur tout au long de cette conférence, et je vous laisserai poser votre question. Sinon, vous pouvez également l'inscrire dans le chat et un des membres de Place au débat pourra la relayer. Merci de bien vouloir garder vos micros fermés, évidemment, tout au long de la conférence. Peut-être, monsieur le député, pour du coup reprendre un petit peu sur vos propos introductifs et aller un petit peu plus loin, les inégalités perdurent encore dans un monde, et ce malgré la Déclaration des droits de l'homme. Parfois même, ce sont des pays dits comme pays fondateurs des droits de l'homme qui oppriment d'autres nations au profit de leur nation. Les droits de l'homme, droits humains, sont-ils une pure fiction? Quelles sont selon vous les solutions face à tant de résistance et d'hypocrisie? Et une autre petite question dans la question, est-ce qu'on peut concilier capitalisme et droits humains? Ok, j'ai 7 heures là, pour répondre à la dernière petite question dans la grande question, parce que c'est un peu tout le débat. Bien sûr que les droits de l'homme sont une fiction, mais c'est avec des fictions qu'on change le monde. Donc, c'est pas... quand les députés, le 26 août 1789, proclament que tous les hommes naissent libres et égaux, tout autour d'eux, les hommes et les femmes sont dans les fers. Donc, et ils sont absolument ni libres ni égaux. Donc, en fait, c'est une fiction, mais c'est ça la politique, c'est on prend une fiction et on le transforme en horizon de transformation du monde. Et donc, bien sûr que personne n'est au niveau sur les questions des droits humains. C'est un idéal, en gros, qui peut se transformer en mensonge, très clairement. Il y a une hypocrisie dans l'utilisation des droits humains, mais ça reste un idéal de combat qui est absolument inégalable. C'est-à-dire le fait de proclamer que tous les hommes et les femmes, donc, parce qu'il faut, c'est un homme générique, mais bon, c'est mieux de dire les droits humains, que tous les humains ont les mêmes droits, c'est une arme intellectuelle, politique, idéologique de destruction massive. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de critiquer à la fois des violations systématiques des droits humains loin de chez nous, mais aussi nos propres gouvernements quand ils manquent à ces principes. Et donc, ça doit être notre guide, mais c'est jamais une réalité absolue. Est-ce que ces droits humains sont compatibles avec le capitalisme? C'est la grande question. Est-ce que c'est compatible avec une forme d'économie de marché? Évidemment. Est-ce que c'est compatible avec ce qui s'est développé aujourd'hui sous la forme de la globalisation capitaliste? Je ne pense pas. Je pense qu'on a créé un univers où, en gros, plus une boîte est grande, moins elle a de comptes à rendre. Et ça, c'est une catastrophe en matière à la fois de droits environnementaux et de droits humains. Parce que vous avez des boîtes qui donc ont délocalisé leur production dans des pays spécifiquement qui n'avaient pas les mêmes droits sociaux et qui généralement ne respectaient pas l'état de droit et donc n'avaient pas ni syndicats, ni presse, ni pour faire des enquêtes. Et donc, en gros, ces grandes boîtes, fondé leur business model sur le fait de produire dans des pays où on violait les droits humains. Et ce qui est assez fascinant avec le cas de la Chine, parce que c'est quand même le plus gros morceau, c'est la plus grande question en fait en relations internationales aujourd'hui. Et quand on questionne la globalisation au-delà des relations internationales, dans le monde dans lequel on vit, c'est la grande question. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on m'expliquait, donc il y a très longtemps déjà, on m'expliquait que en gros, le développement du commerce allait nécessairement déboucher sur la démocratisation du monde. Que finalement, vous prenez un pays qui se développe, Édouard l'a mentionné dans l'introduction, vous prenez un pays, il se développe, il sort de ce développement une classe moyenne, logiquement, nécessairement, mais c'était exposé avec certitude par les professeurs que j'avais à Sciences Po, eh bien, ce pays allait évoluer vers la démocratie. Les salaires allaient augmenter, les gens allaient vivre plus riches et ils allaient vivre plus libres. Et ça, c'est complètement démenti par ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que vous avez un pays qui s'est ouvert au commerce, immense, qui a sorti une grande partie de sa population de la misère, qui pourtant s'est fermé politiquement. C'est bien pire sous Xi Jinping que sous ses prédécesseurs, et notamment Hu Jintao, qui
est devenu de plus en plus agressif à mesure de son ouverture au commerce et qui, en plus, crée cette chose absolument extraordinaire qu'il est à la fois devenu un marché, puisqu'il a une population de plus en plus riche, mais qui reste un pays producteur parce qu'il a une réserve d'esclaves. Et ça, c'est fascinant et c'était prévu par absolument aucun des théoriciens absolus extraordinaires et parfaitement libéraux des années 90-2000 qui n'avaient pas anticipé la possibilité d'un tel modèle, c'est-à-dire un modèle qui marie le système concentrationnaire communiste et le capitalisme le plus absolu. Donc, en fait, vous avez un système hybride qui est la rencontre de ce qui a fait de pire le communisme, c'est-à-dire ce système concentrationnaire avec des masses de gens qui travaillent gratuitement pour la cause, et d'autre part, le commerce international le plus absolu. Et aujourd'hui, ce qui se produit, c'est qu'en fait, au Parlement européen, quand on parle des lobbies, par exemple, il n'y a pas de lobby du gouvernement chinois au Parlement européen. Qui va lobby et faire du lobbying pour le gouvernement chinois au Parlement européen? C'est Volkswagen, c'est Siemens, c'est Sanofi, c'est des grandes boîtes européennes qui ont tellement besoin de la Chine qu'en gros, eux font le travail de lobbying en expliquant mais surtout, on ne peut pas se fâcher avec la Chine, surtout ne prenez pas de sanctions, surtout ne faites pas ça, surtout ne refusez pas les produits SCH. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, leur choix stratégique en tant que multinationale, pour dégager des marges toujours plus grandes et verser des dividendes toujours plus astronomiques à leurs actionnaires, eh bien leur choix, ça a été de se livrer pieds-poings liés au système chinois. Et que donc, aujourd'hui, ces grandes boîtes qui sont européennes par le nom sont en réalité des boîtes connectées totalement aux intérêts du régime chinois parce que leur argent vient de là. Leur argent vient du coût de production le plus bas possible et que, quand on prend le cas de Volkswagen, pour être concret, par exemple, la Chine est fondamentale dans sa chaîne de production, mais aussi comme débouché parce que 40% des voitures de Volkswagen sont vendues sur le marché chinois. Et donc, on a une situation où en amont comme en aval, cette boîte est chinoise. Et qu'ensuite, au Parlement européen, c'est Volkswagen qui vient défendre les intérêts de la Chine, ce n'est pas Pékin. Et ça, c'est ça le capitalisme tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas compatible avec une vision cohérente des droits humains. J'ai une question pour continuer justement sur ce sujet. Est-ce que selon vous, quel serait l'impact sur la croissance économique de l'Europe de se priver de cette main-d'œuvre à bas coût? Et finalement, est-ce que c'est pas cette mondialisation qui a permis à l'Europe de maintenir une croissance ces dernières décennies? Cette mondialisation, mais moi je ne suis pas pour la démondialisation absolue, hein. Je pense qu'il va falloir maintenir un niveau d'échange économique. Mais enfin, la vérité, c'est que cette mondialisation, elle a complètement désindustrialisé nos pays, et en particulier le nôtre. Et que du coup, on se retrouve dans une situation où en fait, on s'est transformé progressivement, mis à part peut-être une partie de l'Allemagne, en continent de consommateurs. Et est-ce que c'est durable? Mais posez-vous la question. Alors, écologiquement, ce n'est pas durable, mais ce n'est pas grave. Parlons juste de stratégie économique. Est-ce que et politique? Est-ce que c'est durable d'être un continent de consommateurs incapable de produire quoi que ce soit? Est-ce que c'est durable comme système? Est-ce que ça vous permet d'avoir vos chapitres ensuite dans le monde? Et il faut se poser ces questions. Bien sûr que ça a produit des chaussures et des chemises et même de la nourriture moins chère dans les étals. Donc, ça va avoir un impact ensuite si on décide de changer de système. Mais est-ce que c'est durable de n'être que des consommateurs? C'est une vraie question. On a sacrifié notre capacité à produire. On a sacrifié notre capacité à produire et qui sont les principaux bénéficiaires de ce sacrifice? On sait sincèrement que c'est les Européens en général. Bien sûr, chacun, de toute façon, tout système qui n'aurait pas un certain niveau, qui n'assurerait pas un certain niveau de bénéfice à un nombre suffisant de gens s'effondre. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il y a 5 personnes qui en ont bénéficié. Mais ceux qui en ont principalement bénéficié, ce sont les actionnaires et les patrons de ces grandes entreprises qui ont fait des choix stratégiques de délocalisation. Ce sont eux qui en ont principalement bénéficié. Et les écarts dingues de revenus qui se sont creusés sur les 30 dernières années sont liés à ce système. Et donc, ce système, non seulement écologiquement, il nous fait aller dans le mur. Enfin, si vous prenez au sérieux le réchauffement climatique, honnêtement, c'est inconcevable
qu'un poulet élevé en batterie, un produit parce que c'est traité comme une marchandise, élevé en batterie au Brésil, conditionné en Roumanie, qui est vendu sur l'île de la Réunion, dans un supermarché de l'île de la Réunion, coûte 3 fois moins cher qu'un poulet élevé sur l'île de la Réunion. Ce système-là, écologiquement, honnêtement, c'est la catastrophe. On le sait. Mais moi, ce que je pense en plus, c'est que c'est une catastrophe sociale et politique. Et qu'on sort d'une année 2020 où on s'est rendu compte que l'aboutissement de ce système-là, c'était qu'en fait, dès que le marché est tendu, on n'a pas de masque et on ne sait pas comment faire. Et on a peur pour le curare et on a peur pour le Doliprane. Et il se passe quoi? Vous voulez faire quoi demain? Il y a 90% de nos médicaments, et de plus en plus, puisque Sanofi, par exemple, supprime des jobs en France et en crée en Chine. 90% de nos médicaments ne seront plus disponibles s'il y a un problème avec la Chine. C'est ça qu'on veut, mais c'est qu'en fait, ensuite, on est absolument plus libre de prendre des décisions politiques. Et ce système-là, en fait, conduit à notre, à notre renoncement à être quelque chose ensemble. Et ça, c'est un désastre. C'est un désastre. Et donc, il faut en sortir. En sortir, ça ne veut pas dire qu'on ferme les frontières, mais ça veut dire que déjà, on impose des frontières. Et c'est ça le sens de la taxe carbone aux frontières, mécanisme d'ajustement carbone. Mais on ne veut pas trop le dire que c'est un rétablissement des frontières, mais c'est un rétablissement des frontières, hein, soyons clairs. Et c'est aussi le sens, sans rétablir les frontières, du devoir de vigilance des entreprises, qui est de dire, non seulement on aura ce rétablissement des frontières, mais en plus, on va faire en sorte que le droit suive le fait, que vous faites le choix de délocaliser en Chine, très bien, mais vous serez responsable de ce qui se passe en Chine, du coup. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Quand on a fait les campagnes sur les marques, moi, j'ai eu des échanges avec des grands patrons de ces multinationales. Et ils disaient tous que si cette loi passe, alors ils vont penser à leur chaîne de production. Réellement. Parce qu'ils savent, au fond, ils ne maîtrisent pas ce que font leurs fournisseurs en Chine. Même s'ils leur envoient un message en disant « arrêtez d'exploiter des esclaves », le fournisseur, il va obéir au Parti communiste chinois et pas à son client occidental, aussi riche soit-il. Et donc, ce système-là qui nous a... donc, ils vont réfléchir à leur chaîne de production quand cette loi sera passée, si elle passe de manière assez ambitieuse. Mais bien sûr qu'il y aura un impact, comme toute transformation a un impact, comme la transformation écologique aura un impact. Il y aura des choses positives et il y aura des choses difficiles. Mais est-ce que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui vont? C'est ça la question. Et est-ce qu'elles sont durables? Elles ne sont pas durables écologiquement, mais elles ne sont pas durables politiquement. On ne peut pas d'un côté continuer comme ça et de l'autre se plaindre du fait qu'on ne puisse pas avoir de masque ou de curare ou d'oxygène. Et d'autre part, trouver que son président est lâche quand il s'agit d'un génocide. Bah oui, enfin, le fait est qu'en fait, tout ça est assez systémique et que donc on peut avoir une vision cohérente d'ensemble et ça suppose des transformations. Merci beaucoup. Je vais laisser Melchior ouvrir son micro pour poser sa question. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Glucksmann. Bonjour. Voilà, vous avez évoqué des potentielles sanctions. J'aurais voulu vous demander s'il est pour vous envisageable qu'un génocide soit reconnu, autant sur le critère matériel qu'intentionnel, et de telle sorte qu'il entraîne des sanctions, et si c'est l'un de vos objectifs, en fait, pour faire avancer la cause. Il y a un grand débat. Moi, je ne pense pas que la qualification de génocide soit du tout nécessaire pour avoir des sanctions. Et j'ai très peur, mais ça, c'est un point de vue personnel, hein, qu'on rentre dans un débat juridique et théorique sur la qualification du crime et que ça repousse au calendrier grec les gestes politiques qui permettraient de l'arrêter. Et donc, moi, mon combat, c'est pas sur le temps. Alors, c'est très bien s'il y en a qui l'obtiennent. Hein. J'ai vu qu'il y avait la Belgique, et ça, il y a des débats là-dessus, les Pays-Bas. C'est très bien. Mais moi, mon combat, c'est, on sait, vous l'appelez menace d'éradication d'un peuple, vous l'appelez déportation de masse, vous l'appelez réduction en esclavage, vous l'appelez stérilisation massive des femmes. On sait qu'il y a des éléments constitutifs de ce qui forme un génocide, mais en tout cas, on sait qu'il y a un crime contre l'humanité qui a lieu. Et
qu'est-ce qu'on fait face à ce crime? Pour moi, c'est ça l'urgence. Parce que, vous savez, les dirigeants chinois, ce n'est pas des terroristes d'Al-Qaïda. Enfin, ils ne pensent pas qu'il faut mourir, aller au paradis. C'est des acteurs rationnels. Et ces acteurs rationnels, ils sont dans un calcul coût-bénéfice comme tous les acteurs rationnels. Et donc, le fait qu'ils continuent leur politique d'éradication des Ouïghours et de déportation, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de coût à cette politique. Ou alors que le coût est infiniment moindre que ce que leur apporte, en termes d'objectifs stratégiques, cette politique. Et donc, nous, ce qu'il faut qu'on inverse, c'est le rapport coût-bénéfice. Et donc, moi, plus que le terme, je veux qu'on impose un coût. Et ce coût, on peut l'imposer très vite. On a fait voter une résolution au Parlement européen qui demande 2 choses extrêmement concrètes et qui peuvent être décidées très rapidement. Première chose, on a un mécanisme de sanction à l'échelle européenne. Sanctionner n'est pas le commissaire de quartier de Urumqi. Sanctionner les dirigeants communistes chinois responsables de la politique de répression. On les connaît. Chen Quango, par exemple, qui était le responsable de la répression au Tibet, a été muté au Xinjiang pour faire le même type de répression à encore plus basse échelle. Sanctionnez-le. Mais sanctionnez-le vraiment. Et ensuite, le deuxième moyen qu'on a pour envoyer un message et faire monter le coût d'une politique telle que l'amène le gouvernement chinois, c'est de bannir les produits d'esclavage du marché européen. Et ça, vous faites ça, on a identifié les entreprises chinoises qui recourent à l'esclavage. On a identifié ce qu'elles produisaient et on a identifié les marques européennes qui étaient en contrat avec elles. Bloquez les produits. Là, vous avez 2 messages qui ne sont absolument pas militaires ou je ne sais pas quoi. Hein, personne ne tire un coup de fusil là. Vous avez 2 messages extrêmement forts qui infligent un coût et qui vont introduire une nouvelle réflexion à Pékin. Et le but, c'est d'obliger les dirigeants chinois à fermer ces camps. C'est ça le seul but. Moi, la qualification en soi, ça a de l'importance. Je sais qu'il y a beaucoup de Ouïghours pour qui c'est extrêmement important parce que mais moi, mon enjeu, c'est comment est-ce que j'obtiens ça? Est-ce que passer par le débat juridico-théorique sur la nature du crime permet d'aller là plus rapidement? Je ne suis pas certain parce que je sais, moi, les débats que ça va engendrer en France et en Europe. Et on va comparer ça continuellement au génocide des Juifs et on verra que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on peut dire voilà, moi, je pense qu'en soi, tout ce qu'on a est largement suffisant pour prendre des décisions politiques. Et ce que je cherche à éviter depuis le début, c'est que le politique ait des raisons pour ne pas agir. Et donc, si on engage ce débat, Emmanuel Macron va dire attendons de voir les conclusions de la commission Théodule pour savoir si ce qui se passe en Chine est réellement un génocide ou pas. Et ensuite, on aura dans 6 mois, moi, je veux des actes maintenant. On sait ce qui se passe en Chine. On ne sait peut-être pas exactement comment le qualifier, mais on le sait. Et ce qu'il faut, c'est que ça cesse. Et ça suppose juste des décisions politiques. Et ces 2 décisions dont je parle, ces 2 mesures dont je parle, ce n'est pas des mesures qui supposent quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est faisable. D'accord, merci de votre réponse. Merci, M. Glucksmann, et merci pour votre intervention pour ce débat ce soir. Peut-être une question, puisqu'on parle désormais maintenant de la situation de la communauté ouïghour dans le Xinjiang. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur la genèse de cette crise? Je vais reprendre une question qui a été posée par Maëlys dans le chat. Les persécutions contre les Ouïghours, elles sont anciennes. Maëlys rappelle que les révélations des China Cables datent de 2017. Comment expliquer dès lors cet enjeu n'est émergé que très rapidement, très récemment pour le grand public? Et une question aussi que je adresse directement là à vous. Comment et quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de cette situation dans le Xinjiang? Merci. La politique de déportation massive et de répression massive, elle commence fin 2016. Ça fait longtemps qu'il y a des persécutions, mais en fin 2016, il y a la bascule dans l'horreur actuelle. Et ça devient systématique. Moi, je sais depuis longtemps, mais vaguement, qu'il y a un problème avec les Ouïghours qui sont réprimés. Mais comme la plupart des gens, alors peut-être j'en sais un tout petit peu plus parce que c'est un peu mon domaine de réflexion et d'action en général, mais comme la plupart des gens, je suis très loin pendant longtemps de mesurer l'ampleur en fait
de la répression et la nature systématique du crime contre l'humanité qui a lieu. Et en fait, pour moi, tout bascule au tout début de mon mandat de parlementaire, en septembre 2009. C'est l'un des premiers rendez-vous que j'organise dans mon bureau. Et je m'étais fait la promesse comme ça d'être le porte-voix des sans-voix. Et donc, mon bureau, c'était un peu le bureau des pleurs pour les ONG qui venaient, qui défilaient, et qui me demandaient en fait de pousser des trucs sur des causes. Et je me souviens, on reçoit une délégation avec mes assistants de la diaspora ouïghour, amenée par une association italienne. Et le rendez-vous devait durer, je ne sais pas, 3/4 d'heure ou 1 heure. Et en fait, il dure 4 heures de faits extrêmement étayés, de témoignages. Et je me souviens que pendant tout le rendez-vous, j'étais saisi de vertige par rapport au crime qui était commis et qui m'était raconté, mais aussi et même surtout, en fait, par le décalage dingue entre l'ampleur du crime et l'immensité du silence et de l'ignorance qui règne chez nous. Et donc, ce jour-là, je me souviens, quand je les raccompagne, je me dis, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Mais c'est à ce moment-là que moi, j'ai compris ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'appelle Pierre-Nathanaël Bussière, qui est mon ami et assistant depuis toujours. Et je dis, il faut qu'on fasse quelque chose sur les Ouïghours. Et lui-même n'était pas vraiment au courant non plus. Et finalement, c'est comme ça qu'on a décidé de lancer ces interpellations, cette cause, via les réseaux sociaux, parce qu'on savait que les médias s'en foutaient un peu, et que les politiques que j'ai appelés pour leur dire il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, ils m'ont répondu mais qui va s'intéresser aux Ouïghours? Et donc on était un peu seul avec très vite Dino Reyan, qui est chercheuse et Ouïghour. Mais c'est vrai que ça a été pendant longtemps un silence incroyable qui permet d'ailleurs le crime. Et donc, la mobilisation, elle date de mon côté de septembre 2019. Et très vite, on arrive à mobiliser sur les réseaux, mais ça fait pendant 2 ans, on est passé complètement à côté, de 2017 à 2019. Et c'est incroyable. Mais moi, il y a une mécanique de ce silence que je suis en train d'analyser, parce que, en fait, quand on parle, par exemple, il y avait des papiers qui sortaient de temps en temps, il y avait des lanceurs d'alerte. Alors, par exemple, on prend le cas de Ursula Gauthier, qui est journaliste à l'Obs, qui a été expulsée de Chine. Et elle explique très bien, il faut l'écouter, quand elle dit, mais en fait, moi, je n'ai pas arrêté de proposer des papiers sur les Ouïghours à des enquêtes, parce que je savais ce qui se passait là-bas. Et les directions successives de l'Obs lui disaient, mais tout le monde s'en fout, qu'est-ce que tu racontes là? Et en fait, le présupposé de base, c'était que les gens ne s'y intéresseraient pas. Et donc, les médias n'en parlaient pas. Que les gens ne s'y intéresseraient pas. Et donc les politiques n'en parlaient pas. Que les gens ne s'y intéresseraient pas. Et donc, les institutions s'en foutaient. Et en fait, le présupposé de l'indifférence générale entraînait l'ignorance. Et donc, ce qu'il fallait briser, c'était ce présupposé-là. Et c'est pour ça que c'était si important de le faire sur les réseaux sociaux, c'était de montrer qu'en fait, les gens, ça les intéressait. Et à partir du moment où on a pu montrer que les gens, ça les intéressait, les journalistes ont pu faire passer leurs papiers et les dirigeants politiques à l'Assemblée nationale ont commencé à poser des questions dessus. Mais le présupposé originel, c'est de dire, mais de toute façon, tout le monde s'en fout des Ouïghours, on n'arrive même pas à prononcer le nom. Et donc, il fallait briser ce présupposé-là et montrer que les gens s'y intéressaient pour qu'ensuite, ça prenne de l'ampleur. Et moi, pendant 1 an, dans l'introduction, on disait il faisait des médias et tout ça, mais pendant 1 an, moi, j'ai fait quasiment aucune grosse matinale ou aucune télé, parce que à chaque fois qu'on m'invitait, mais on m'invitait pour parler de politique française, hein, à chaque fois qu'on m'invitait, je disais non, moi, je viens pour parler des Ouïghours. Donc là, je peux vous garantir que les programmatrices et les programmateurs, il y avait un silence. Mais vous êtes sûr, là, enfin, vraiment, on a tant d'auditeurs, tant de machins, venez parler chez nous. Je dis, ouais, pas de problème, mais juste pour parler de ça. Ah non, c'est pas possible, on va faire fuir tout le monde, quoi. Et donc, c'était
c'est en fait la preuve d'une démission totale des élites, qu'elles soient médiatiques ou politiques. Et la leçon vient des internautes et qui ont à 90% entre 15 et 30 ans. Et qui ont donné une leçon d'universalisme et de ce que ça veut dire d'être fidèle à l'histoire de France, à l'ensemble des élites qui passent leur temps à leur expliquer oui, les jeunes sont apathiques, les jeunes font rien, les jeunes sont rivés sur leurs écrans, les jeunes nanana. Voilà. En attendant, sans ces jeunes, à aucun moment, aucun ministre, aucun éditorialiste à la aucun grand média n'en parlait. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, j'ai une question. De nombreuses critiques ont été dressées contre le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il a reçu le ministre des Affaires étrangères chinois à l'été 2020. Quelle position, selon vous, adopter donc, depuis Paris contre la Chine? Est-ce que les sanctions ne devraient pas se prendre donc, sur le plan européen? Et c'est une question qui était dans le chat. La France va prendre la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022. Est-ce que vous espérez, j'imagine que oui, mais est-ce que vous pensez qu'on peut impulser une dynamique en faveur donc, de sanctions ou de protestations plus fermes contre la Chine? En fait, pendant les 3 premières années de son mandat, Emmanuel Macron n'a jamais prononcé le nom. C'est très simple, il n'a pas prononcé le nom. Il a été 3 jours à Pékin, en Chine. Pas une fois, il y a le mot Ouïghour ou Khan qui est sorti de sa bouche. Donc clairement, c'était pas sa priorité, quoi. Enfin, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'existait même pas dans son discours. Donc ne parlons même pas des actes. C'est grâce à la mobilisation, grâce à vous, qu'il a été contraint d'en parler. Et la fois où il en a parlé, c'est notamment sur Brut, où il a été questionné là-dessus, donc il ne pouvait pas se dérober. Et il a dit effectivement exactement ça. Il faut agir, mais les sanctions et les actions doivent être décidées à l'échelle européenne. Donc, vous savez quoi? Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord que ça doit se faire à l'échelle européenne. Ça aura beaucoup plus d'impact qu'à l'échelle nationale. Mais alors, que fait la France à l'échelle européenne? Où est Emmanuel Macron pour convaincre les autres gens du Conseil, les autres dirigeants du Conseil européen d'agir à l'échelle européenne? À quel moment a-t-il porté le sujet à l'échelle européenne? À quel moment la France a juste exprimé quelque chose sur la Chine et les Ouïghours à l'échelle européenne? Moi, je peux vous répondre, jamais. Donc, quand il explique, c'est nous, on ne peut rien faire, c'est à l'échelle européenne que ça se décide, très bien, mais l'échelle européenne, c'est lui. C'est aussi lui, c'est Merkel, c'est... Donc, bien sûr qu'il faut le faire à l'échelle européenne, d'autant plus que les mesures qui doivent être prises sont principalement commerciales et que le commerce est une compétence européenne. Donc, il faut agir à l'échelle européenne. Ce sera beaucoup plus impactant et ça aura beaucoup plus de force vis-à-vis des Chinois. Mais encore faut-il que les nations poussent à l'échelle européenne pour le faire. Donc, quand il dit « c'est pas moi, c'est l'Europe », très bien, mais fait quelque chose à l'Europe. Donc, il n'y a rien. Et au contraire, à la fin de 2020, alors même qu'au Parlement, on venait de voter notre résolution sur le travail forcé des Ouïghours, leur demandant à nos dirigeants ces 2 choses dont j'ai parlé, ces 2 mesures, le bannissement des produits de l'esclavage et les sanctions contre les dirigeants chinois responsables de la répression, eh bien, à la fin de l'année 2020, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont célébré en grande pompe la signature de l'accord d'investissement avec la Chine. Donc, non seulement il n'agit pas pour qu'il y ait des sanctions, mais il agit dans le sens inverse pour qu'il y ait la signature d'un nouvel accord avec les autorités chinoises. Vous pensez que le message reçu à Pékin, c'est les Ouïghours, c'est très important pour nous? Non, le message reçu, c'est sur Brut et quelquefois à la télé, je vais dire quelque chose, mais vous inquiétez pas, le business continue comme d'hab. Oui, mais enfin, si on envoie le message que le business continuera de toute façon comme d'hab et que même on va l'augmenter, eh bien, jamais les dirigeants chinois ne prendront au sérieux le moindre mot qui sortira de sa bouche sur la question. Et donc, il s'agit juste de savoir si c'est une priorité ou pas. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Et la seule manière qu'on a de faire pression sur la Chine, c'est si les dirigeants chinois comprennent que c'est une priorité pour nous. Et donc là-dessus, le rôle des dirigeants européens est calamiteux, parce qu'en fait, ils contredisent les messages qui peuvent venir parfois des États-Unis, d'Australie ou d'Angleterre. Ils expliquent, non, mais vous inquiétez pas, pour nous, c'est pas très grave. Et bien ça, c'est une faillite morale de l'Europe. Une vraie faillite morale de l'Europe. Et pour quelqu'un qui voulait renouer avec l'humanisme français, sur cette question, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a renoué avec que dalle. Sinon, la honte d'être resté silencieux face à un crime contre l'humanité. Moi, je pense que finalement, même si pour
les gens spontanément, ce n'est pas la priorité. La place dans l'histoire, par contre, elle est définie par la manière dont on réagit aux crimes contre l'humanité, notamment. Et là, ils s'achètent tous une place dans les poubelles. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais demander Bajra ouvrir son micro. Oui, bonjour monsieur Glucksmann. Bonjour. Donc j'avais une question, enfin deux questions plutôt. Wow. Ici, je l'ai écrite, donc ça va peut-être être plus facile de la lire. Donc, on parle en fait beaucoup de problèmes, de maltraitance, d'esclavagisme moderne, de travail forcé, de travail d'enfants, de dégâts environnementaux, aussi de manque de responsabilité des entreprises dans toute leur chaîne de production, etc. Moi, je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'on peut parler de solutions? Est-ce qu'on peut faire un peu de preuve de pragmatisme et de voir, en fait, surtout vis-à-vis de cette nouvelle loi de devoir de vigilance, qu'est-ce qu'elle garantit, en fait? Quelles sont les solutions pour assurer la responsabilité des entreprises? Est-ce que ce sont des certifications, des audits qui sont faits régulièrement dans les chaînes de production, des inspections? Et en fait, j'aimerais savoir qu'a-t-on mis en place jusqu'à l'heure actuelle en pratique? Voilà, pour la première. Et puis, est-ce plus important de savoir où l'on produit ou comment l'on produit? Autrement dit, il est plus durable et éthique de produire localement plutôt que dans des zones marginalisées qui vivent de cette production, alors que nous pouvons vivre d'autres secteurs. Donc, imaginons dans le secteur du textile, je produis en France, alors que je pourrais produire au Bangladesh, mais le Bangladesh est spécialisé, par exemple, dans le textile. Si je produis en France, eh bien, ces gens qui vivaient du textile ne vont plus savoir vivre du textile. Et donc, est-ce qu'il est plus durable et éthique de produire localement? Voilà mes deux questions. Alors, c'est deux questions super intéressantes. Et la deuxième, je vais y venir, elle rentre au cœur de ce qu'on peut appeler une politique commerciale. Et c'est à mon avis, ce qui manque cruellement. Donc, mais je vais y venir et je vais dessiner une possibilité qui permet justement d'équilibrer les deux. Sur le devoir de vigilance, il y a les deux choses. Il y a deux piliers, en fait. Il y a le reporting. Il y a le fait de faire des audits des chaînes de production. Mais il y a aussi quelque chose de supplémentaire qui est la justice, l'accès à la justice. Et c'est ça qui est le plus dissuasif, en fait. C'est qu'avec le devoir de vigilance des entreprises, s'il y a une législation européenne qui est adoptée, eh bien, une victime d'esclavage ou de destruction environnementale pourra accéder aux cours de justice en Europe, ou ses représentants pourront accéder aux cours de justice en Europe. Et la perspective pour une multinationale de se retrouver devant une cour de justice en Europe pour des crimes commis sur sa chaîne de production en Chine est une perspective extrêmement dissuasive. Parce que les sanctions seront massives, mais aussi la question de l'image. Enfin, vous savez tous que ces multinationales, elles reposent sur deux piliers. Le premier, c'est la recherche du coût de production le plus bas, ce qui les amène à se lier avec ce type de fournisseurs. Et la deuxième, c'est l'image de marque, et en particulier pour le textile. Enfin, vous achetez Zara et ça parce que vous avez une étude de la qualité de son vêtement, mais parce que vous adhérez à la marque, à l'image de la marque. Et le problème, c'est qu'en fait, se retrouver en procès pendant des mois en France, par exemple, ou en Allemagne, ce serait vraiment la catastrophe ultime là-dessus. Et donc, il y a les deux piliers. Il y a le monitoring et il y a l'accès à la justice. Avec cette chose, en fait, qui est assez révolutionnaire. Alors, au début, au Parlement, on nous prenait pour des bolcheviks quand on la proposait, mais qui est l'inversion de la charge de la preuve. L'inversion de la charge de la preuve, désolé d'être un peu technique, mais c'est fondamental. Parce que l'idée, c'est de dire, une fois qu'on identifie que vous travaillez avec des fournisseurs qui exploitent des esclaves, c'est à vous
de montrer qu'il n'y a pas d'esclaves qui ont produit votre chemise. Parce que nous, on ne pourra pas aller enquêter librement en Chine, nous, la justice française, par exemple. Mais vous devrez nous apporter la preuve, et c'est quasiment impossible, en fait. Donc, la conséquence de ça, ça va être la restructuration des chaînes de production. Et moi, je pense qu'il y aura des bénéfices certains. Et ça rejoint la deuxième question maintenant. Parce que la deuxième question, c'est, mais par exemple, il y a du textile au Bangladesh. Si vous retirez le textile du Bangladesh, l'économie du Bangladesh s'effondre et des gens qui vivaient de ça crèvent de faim, en gros. En tout cas, n'ont pas de perspective de développement et de sortie de la pauvreté. Eh bien, avec le devoir de vigilance, on ne dit pas ne travaillez plus au Bangladesh. On dit, en fait, les travailleurs au Bangladesh ont des droits. Et donc, si vous arrivez à faire en sorte que votre chaîne de production, quand vous avez un contrat entre un producteur au Bangladesh, un fournisseur, et une marque, eh bien, le fournisseur, vous, en tant que marque, vous lui demandez, parce que c'est une obligation légale, d'augmenter ses standards et les droits de ses salariés, eh bien, ce que vous avez comme impact, ce n'est pas un retrait. C'est au contraire l'augmentation du niveau de vie des salariés au Bangladesh et l'augmentation des droits sociaux ou environnementaux ou humains. Et donc, c'est ça le but. Ce n'est pas de faire en sorte qu'on reprenne tout au Bangladesh pour aller le produire. De toute façon, en plus, sur plein de productions textiles, ce serait impossible de relocaliser, pas seulement à cause du coût de production pour les boîtes, mais à cause du savoir-faire qui existe même plus. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter les droits de ces esclaves modernes. Et par contre, pour des pays, et ça marche par exemple pour un pays qui respecte un tant soit peu l'état de droit, où il y a des capacités de produire cette transparence. Par contre, quand on a un système d'oppression d'un peuple, comme les Chinois, les gouvernants chinois contre les Ouïghours, bah là, la conséquence logique du devoir de vigilance serait qu'elle se retire de ces régions qui sont des régions concentrationnaires. Et ça permet, à mon avis, de développer quelque chose. Parce que la conséquence du devoir de vigilance, puisqu'on est le premier marché du monde, quand vous parlez par exemple avec Adidas, ils disent « Ok, nous, on va devoir respecter tout ça. » Mais Nike, c'est une entreprise américaine. Donc, eux, ils ne vont pas avoir les mêmes contraintes que nous sur leur chaîne de production et ils vont pouvoir vendre leurs produits moins cher que nous, si jamais on doit respecter tout ça. Ou en faisant des marges plus grandes. Et la conséquence logique... Excusez-moi, donc le devoir de vigilance s'applique seulement aux entreprises européennes. Voilà, donc j'y viens. Eh bien non, le devoir de vigilance s'appliquera à toutes les entreprises européennes, c'est bien ce que je dis, qui entrent sur le marché européen. Ok. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on ne pourra pas l'appliquer à une entreprise indienne qui vend qu'en Inde. Oui. On n'a aucun moyen de le faire de toute façon. Mais par contre, Nike, qui n'est pas une entreprise européenne, mais qui vend beaucoup en Europe, par contre, on leur applique. Ouais. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire, ça ne va pas concerner que les entreprises européennes, du coup, ça va avoir un impact d'emblée global. Parce que Nike, ils ne peuvent pas se priver du marché européen. C'est impossible pour eux. Oui. Et donc là, avec ce devoir de vigilance, on utilise le fait d'être le premier marché du monde pour avoir un impact global. Mais pas pour retirer du travail aux gens du Bangladesh, pour faire en sorte qu'il y ait des conditions de travail qui soient meilleures et qui détruisent moins l'environnement et qui violent moins les droits humains. Et par ailleurs, ça pose la question générale de la politique commerciale. Aujourd'hui, on est dans une situation, je vais vous prendre un exemple, la Tunisie. Je vous prends l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, sous Ben Ali, était une dictature. Et c'était un paradis pour les entreprises européennes. La Tunisie est devenue une démocratie, les entreprises européennes se sont cassées. Alors moi, en quoi ça sert l'objectif de la promotion d'un modèle politique ouvert, cette situation? En rien. Donc, la question qu'on devrait se poser, et c'est rendu possible par le devoir de vigilance aussi comme conséquence, c'est où a-t-on intérêt à ce que nos entreprises investissent? Comment on facilite le fait que nos entreprises investissent dans des états de droit, par exemple? Honnêtement, ce n'est pas notre intérêt à long terme de continuer à nourrir, c'est pour ça que cet accord d'investissement est une catastrophe, l'intérêt de continuer à nourrir le système productif chinois. Mais tout ce qui est produit en Chine aujourd'hui,
ne peut pas être relocalisé en Europe demain. C'est complètement lunaire. On vous explique ça, c'est vous vendre de la soupe, quoi. Par contre, il peut tout à fait être délocalisé ailleurs, dans des endroits où on a intérêt à ce qu'il y ait une élévation du niveau de vie et de la puissance du pouvoir d'achat, ou de la puissance en général. Et dans notre partenariat avec l'Afrique, il y a quelque chose de complètement débile, qui est qu'on va tout axer sur l'aide au développement, mais pas sur l'investissement. Et ce qu'il faut faire, c'est flécher. Mais il faut reprendre, c'est comme sur la transformation écologique, c'est toujours le même problème, c'est notre incapacité à flécher. Il faut fixer un cap, vous savez. Et après, j'arrête parce qu'on m'a dit de faire la réponse courte, mais donc, vous avez compris la logique, notre intérêt, c'est de développer la Tunisie plus que la Chine, en fait. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas juste une question de droit, c'est une question d'intérêt stratégique aussi. Mais il y a un rapport qui est sorti en plein pendant la pandémie, c'est un rapport du FMI et de l'Agence internationale de l'énergie. Et ce rapport, il disait, attention, c'est un message au gouvernement, et ce n'est pas deux organisations gauchistes, hein, le FMI et l'Agence internationale de l'énergie. Attention, c'est une occasion unique qui ne se représente sans doute qu'une fois par génération pour réorienter nos systèmes économiques. Et ce que disait ce rapport, c'est qu'en gros, on va investir de telles sommes dans l'économie, de telles sommes d'argent public dans le secteur privé, qu'on a deux choix. Soit on nourrit la machine pour qu'elle survive, tout en sachant qu'à terme, elle est condamnée, selon le FMI, soit on la réoriente. L'argent qu'on apporte dans l'économie, on réoriente vers une transformation durable. Et le FMI critiquait les sommes investies par les gouvernements occidentaux en disant, mais en fait, vous ne faites que perpétuer un système que de toute façon, vous-même savez condamner à terme. Et c'est toujours le problème, c'est de ne pas fixer de cap, que ce soit sur la politique commerciale ou sur la relance. C'est qu'en fait, le politique recule face à l'idée d'utiliser sa propre capacité à fixer un cap. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas la fin du commerce et ce n'est pas la fin du fait qu'il y a des choses qui sont produites ailleurs qu'en Europe. Je ne veux pas tout rapatrier et vivre en autarcie. Ce que je veux, c'est qu'on puisse décider où, en fait, et comment, ces deux choses. Et qu'on encourage nos entreprises à aller dans des lieux où les droits sont respectés et où nos intérêts stratégiques sont respectés. C'est juste reprendre le contrôle, en fait. Conclure, le comment est plus important que le où? Oui, mais le où et le comment se rejoignent. Parce qu'en réalité, on a très peu de pays qui respectent l'état de droit, qui ont des syndicats et qui ont une presse libre, qui sont des adversaires stratégiques de l'Union européenne. Donc, en gros, il faut arrêter que la cupidité d'actionnaires européens nourrisse des tyrannies dont le but est de nous affaiblir. Enfin, ça me semble, c'est basique en fait comme raisonnement, mais c'est pas si basique que ça parce qu'en fait, c'est l'inverse qu'on fait aujourd'hui. D'accord, merci monsieur beaucoup. Pardon. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre réponse. Pour revenir sur le sujet de l'Union européenne et de la responsabilité des politiques, on constate qui je vous entends plus. Allô? Je ne sais pas si c'est moi ou vous, mais je ne vous entendais plus là. Ok, désolé. Donc on voit un décalage important entre les textes qui prônent le respect des droits de l'homme, qui font partie intégrante finalement de la construction juridique de l'Union et leurs applications. Donc, alors, finalement, comment concrètement les institutions européennes doivent-elles évoluer pour faire respecter et faire valoir les valeurs qu'elles doivent défendre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne? Je suis vraiment sincèrement navré. Moi, c'était haché, mais... Vous voulez que je répète? Ouais, si vous pouvez, désolé. Ok, vraiment, je m'excuse. Alors, on constate un décalage important entre les textes qui prônent le respect des droits de l'homme et qui font partie intégrante de la construction juridique de l'Union et leurs applications. Alors, concrètement, comment les institutions européennes doivent-elles évoluer pour respecter et faire valoir les valeurs qu'elles doivent défendre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne? En fait, pour moi, c'est pas tellement... Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire sur les évolutions des institutions européennes,
Mais d'abord, il faut un minimum de courage politique. C'est-à-dire que on a des principes qui sont, qui sont inscrits dans le marbre, mais ces principes, ils sont largement violés au sein même de l'Union européenne. Alors, je prends un exemple que tout le monde connaît, hein. Il y a la Hongrie de Viktor Orban ou la Pologne dirigée par le PiS. Et ces deux pays violent l'état de droit et les principes fondamentaux tels qu'inscrits dans le marbre dans la Charte de l'Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux. Donc, en fait, en réalité, on a deux pays membres il y a des pétitions de principes qui sont formulées, des admonestations, des critiques, tout ce qu'on veut, mais aucun impact réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'utilise pas le levier qu'on a, qui est le transfert de fonds. C'est-à-dire que tant qu'on ne conditionne pas au respect des principes fondamentaux les transferts de fonds, en gros, on explique à M. Orban et aux dirigeants polonais que tout ça n'a strictement pas d'importance. Et donc là, pour la première fois, il y a un conditionnement envisagé. Il faut voir comment il est appliqué. Mais pour moi, c'est toujours la même... Enfin, c'est assez basique, en fait. C'est qu'avec la Chine, ce qui peut fonctionner, c'est le bannissement des produits de l'esclavage, parce qu'il y a un impact matériel immédiat. Et ce qui peut marcher au sein de l'Union européenne, c'est le conditionnement, la conditionnalité des fonds. Si le non-respect de l'état de droit, la persécution des journalistes ou des minorités entraîne la diminution des aides, vous allez voir que ça va être pris beaucoup plus sérieusement. Donc voilà, il faut frapper au portefeuille, c'est toujours la même histoire. Mais c'est comme sur la Russie. Quand on nous dit on a de la chance, en fait, d'avoir une puissance commerciale et financière. Il faut l'utiliser pour quelque chose. Quand on nous dit mais qu'est-ce qu'on peut faire face à la répression en Russie, mais une seule chose. Personne ne veut entrer en guerre contre personne. Une seule chose. Les oligarques qui ont des yachts dans nos ports, qui placent leur argent dans nos banques, là, on gèle les comptes et on suspend et on s'empare des biens mal acquis. On a même des législations pour ça. Donc, il faut juste frapper au portefeuille. Et frapper au portefeuille montre qu'on est sérieux politiquement. Et ben, c'est la même chose à l'intérieur ou à l'extérieur. Et quand on dit le profit guide le monde, c'est l'argent, oui, probablement. Bah, ça veut dire qu'il faut utiliser des armes qui ne sont pas létales, donc ce n'est pas une guerre, mais qui font comprendre qu'on est sérieux quand on dit quelque chose. Et simplement dire ne fonctionne pas. Alors, bien sûr, quand on est en plus silencieux, c'est une catastrophe, mais simplement dire ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appuyer ces mots sur des choses concrètes. Et pour ça, on n'a même pas besoin de changer les institutions européennes. Il faudrait les changer pour que l'Europe devienne réellement démocratique et efficace. Et là, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais même sans les changer, on peut le faire. Donc, faisons-le. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je vous rappelle qu'il nous reste un petit peu moins de 20 minutes. On s'excuse d'avance de ne pas pouvoir prendre en charge et poser toutes les questions. Alors, moi, ma question est la suivante. Il y a 11 jours, nous avons fait une conférence sur la répression et le coup d'État en Birmanie. Et donc, en préparant cette conférence ce soir, je me suis un petit peu renseigné sur votre activité. Et donc, je me suis aperçu que vous parlez des Ouïghours, de Navalny, de la Syrie que vous venez d'évoquer, de la Russie que vous venez d'évoquer, pardon, également de la Syrie, et j'en passe. Mais je n'ai rien trouvé à propos de la répression en Birmanie et l'immobilité de la communauté internationale. Que pensez-vous de cette problématique? Ah, vous m'entendez là? Parce que je ne me vois plus. Ouais, c'est tout. On vous entend. Par contre, on ne vous voit plus. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez? Ah, c'est ma faute. J'en pense que c'est un scandale absolu. Après, je vais vous dire ce que j'en pense, mais juste la première remarque, c'est... Enfin, je ne peux pas parler de tout. Et je vois bien, à chaque fois, il y a des gens qui me mettent en commentaire sur mes prises de position. Bravo, mais parlez de ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et à un moment, j'ai
j'ai du mal, enfin, je ne suis pas tout seul. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui peuvent prendre des causes à bras-le-corps et les porter de manière forte. Mais la répression en Birmanie, c'est un scandale absolu. Et c'est d'ailleurs pas sans lien avec la Chine, puisque le principal soutien du régime birman et de la junte, c'est la Chine. Mais c'est un scandale total. Il y a des dizaines de milliers, centaines de milliers de Birmans qui manifestent, des dizaines de morts. Il faut saluer leur courage ahurissant, proprement sidérant. Et il faut, c'est toujours la même histoire, il faut exiger un de nos boîtes, notamment Total, qui est quand même assez lié avec la Birmanie, qu'elle cesse la coopération avec le régime. Et ça, je ne suis pas du tout sûr que ce soit fait au niveau politique. Et ensuite, il faut isoler la junte et sanctionner les dirigeants. Maintenant, moi, j'avoue ne pas être un spécialiste de la situation en Birmanie et ne pas savoir réellement quels sont les leviers qu'il faudrait actionner. Mais tout le monde sait les liens de Total avec les généraux birmans. Donc là-dessus, il y a une possibilité de pression et la France a des moyens d'agir sur Total et donc via Total sur les dirigeants birmans. Et c'est ça, faire de la politique. Après, ça ne vous aura pas échappé que je n'ai pas un État à mon service avec des spécialistes de toutes les régions et de tous les pays du monde et que donc c'est très compliqué pour moi d'avoir une position arrêtée sur chaque situation et en plus de lancer des campagnes sur chaque répression ou violation des droits humains. C'est tragique aussi la manière dont, aux portes de l'Europe, on n'arrive pas à aider l'opposition biélorusse qui manifeste depuis 8 mois pour la liberté et contre le vol de ces élections. C'est un signe d'impuissance totale. Et là, on parle d'un pays qui est vraiment accolé à l'Union européenne. Donc, la moindre des choses, déjà, c'est de faire en sorte qu'on ne fasse rien qui conforte le régime et qu'aucune de nos multinationales ne le soutienne, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en Birmanie. Et donc, le sujet d'action, c'est Total, à mon avis. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout un expert, donc peut-être que ce n'est pas le bon, ce qu'il y a mieux, mais ça, j'en sais rien. Merci beaucoup, monsieur Dupuy. Maintenant, on va peut-être parler d'action citoyenne. J'ai une question là-dessus pour vous. Quelle action citoyenne est la plus utile, la plus concrète? Quelles actions menées ont eu un véritable impact? On a pu voir, par exemple, dans des chaînes comme Zara, avoir des étiquettes collées sur les produits disant « ce produit a été confectionné par des Ouïghours, vous êtes complice de génocide ». Selon vous, voilà, est-ce que vous avez par exemple un rétro-planning d'action, de collectif, de moyens pour s'engager dans la lutte contre voilà, ce profit contre les droits humains? En fait, ça a été une divine surprise pour nous aussi, hein, les campagnes sur les marques, par exemple. Parce que, honnêtement, quand on a lancé la campagne sur Adidas, la première, on ne pensait pas que ça allait pouvoir déboucher sur quelque chose d'extrêmement concret rapidement. Et en fait, ce qu'on a réalisé sur Adidas, puis sur Lacoste, ce qui étaient les deux premières, c'est à quel point vous avez du pouvoir sur ces marques. Parce que comme on le disait avant, il y a deux principes dans le business model de ces marques. C'est un, la recherche du coût de production le plus bas, et deux, l'image de marque. Et les deux entrent en collision, en fait. Pour avoir le coût de production le plus bas, ces marques s'autorisent des violations des droits humains et des droits environnementaux sur leur chaîne de production, en travaillant avec des fournisseurs qui sont des esclavagistes. Et potentiellement, ça peut impacter leur image de marque. Mais pour que ça l'impacte, pour que cette contradiction éclate au grand jour, il faut votre intervention. C'est-à-dire, il faut que ce soit rendu public et que ça devienne un sujet. Et donc, la manière dont vous, qui êtes jeune, le public cible de ces marques, vous vous êtes mobilisé contre elles en les interpellant, eh bien, ça a eu un impact direct. Enfin, on s'est retrouvé, on lance Lacoste à 9h du soir, un vendredi soir, et à 11h30, il y avait tellement de messages, de tags, de machin, que le PDG de Lacoste était en direct sur mon mur en train de répondre à des lycéens, quoi. Et en train d'essayer de se justifier. Au début, il nous expliquait qu'il n'y avait rien comme problème, et puis après, il s'est renseigné, on dit oui, en fait, il y a des problèmes sur notre chaîne de production, on va y remédier, machin, rendez-vous à telle heure, tel jour, on va en discuter de manière concrète. Et ça prouve, en fait,
le pouvoir qui est le vôtre. Et c'est ça, je pense qu'il faut arriver à vaincre, c'est ce fatalisme, cette petite voix qui est en chacun de nous et qui dit « mais à quoi bon faire ça? Qui suis-je pour faire ça ?» Et ça, une fois qu'on a dépassé ça, qu'on exerce son pouvoir, on se rend compte qu'on en a. Et là, ces marques, ces campagnes d'interpellation des marques, c'est ça que ça a montré, en fait, que vous avez du pouvoir. Alors, pas sur toutes, parce que Nike et Zara ont fait le choix, en gros, de se dire que les marges qu'elles peuvent dégager grâce à leur chaîne de production sont plus importantes pour la marque que son image, et que donc elle a accepté un coût en termes d'image pour conserver sa chaîne de production intacte et continuer à bosser avec les esclavagistes chinois. Là, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est faire du shame. Donc, c'est vachement bien qu'il y ait ces étiquettes. Moi, j'encourage à aucune action parce qu'en tant qu'élu, je ne peux pas le faire, hein, qui viole une propriété privée, par exemple. Mais clairement, tout ça a été très spontané. Et c'est notamment Youth for Climate qui l'a fait, où il y a eu des collages féministes aussi qui s'en sont pris à ces marques. Et ça a un impact. Ça a un vrai impact. Ça a un impact sur les ventes, ça a un impact sur la perception générale de la marque, ça a un impact qui est concret. Mais depuis, de manière aussi spontanée, il y a des groupes qui sont formés dans plus de 250 villes en France, des groupes de solidarité avec les Ouïghours. Et c'est fascinant. Tout ça, ça se fait avec de briques et de broc. Et c'est fascinant de voir comment ces groupes se forment, comment tout ça est mené par des gens qui ont 20 ans, qui interpellent leurs élus, qui interpellent leurs maires, qui font signer une charte de solidarité avec les Ouïghours à leurs maires, et ça fonctionne. Et dans une ville comme Corbeil-Essonnes, ils sont 80 à aller déposer la requête, la lettre au maire. Ça va de village jusqu'au centre-ville de Marseille. Mais c'est vraiment quelque chose qui se répand partout. Et ça a un impact. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les élus, ils veulent être réélus. Et donc, ils sont bien obligés de prendre en compte votre point de vue. Et d'autre part, il y a quelque chose de spécifique avec la jeunesse. C'est qu'ils ne savent pas comment vous parler. Ni les grands médias, d'ailleurs, mainstream, ni parce que quand vous regardez les moyennes d'âge qui regardent les JT de TF1 ou de France 2, c'est pas génial pour eux. Ils ne savent pas comment s'adresser à vous, les élus non plus. Il y a très peu de jeunes dans les partis politiques et tout ça. Donc, ils ont peur un peu et ils ont une forme de fascination. On est toujours fasciné par ce qu'on ne comprend pas, quoi. Et donc, en fait, si vous vous exprimez, ils seront bien obligés d'écouter si c'est fait de manière collective et massive. Et donc, vous avez un impact, vous avez un pouvoir qu'en fait, qui est énorme. Et ce qu'il faut, c'est l'utiliser. Donc, participer à ces groupes qui se créent un peu partout, ça envoie un message ultra clair aux élus, aux dirigeants, qui est de dire, attendez, ça compte. Et si vous voulez, c'est pas simplement en faisant des shows avec McFly et Carlito que vous allez convaincre la jeunesse, quoi. C'est en répondant à des requêtes un peu plus politiques. C'est-à-dire que c'est très bien d'aller voir McFly et Carlito, mais c'est pas mal aussi de répondre aux interpellations sur le fond, qui montent justement de la jeunesse française. Et pour ça, pour qu'il y ait une réponse qui soit apportée, il faut qu'il y ait un effet de masse qui soit produit. Et donc, toutes ces créations de groupes locaux, ces campagnes d'affichage de tracts, toutes les images qu'on a eues de groupes qui se créent dans les lycées, par exemple, tout ça, c'est extrêmement important. Et peut-être que quand on ne voit pas l'ensemble, on a l'impression que son action à soi est minime et qu'elle n'est qu'une goutte d'eau. Mais si on additionne toutes ces gouttes d'eau, ça fait vraiment une vague. Et c'est cette impression de vague qu'il faut dégager si on veut être entendu. Et donc là-dessus, je crois qu'il n'y a aucune action en fait, qui est minime. Toute action, en plus, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'action, elle peut être rendue visible. Donc, même si vous n'êtes que 5 à faire une distribution ou 4, où vous postez, on relaie. Et finalement, tout ça mis bout à bout, si tout le monde le fait, c'est énorme. Et ce qui est certain, par contre, je vous l'annonce, mais je ne sais pas encore quand, c'est que dès qu'on sort de ces restrictions drastiques, il faut qu'à un moment, on se retrouve tous dans la rue et qu'on montre que les enfants de 1789 existent encore, qu'ils sont de toutes les couleurs, ils portent des noms très différents, ils viennent des 4 coins du monde, ils sont français, ils habitent en France, ils sont jeunes et ils sont les enfants d'une tradition qui est celle
de l'humanisme, de la solidarité humaniste. Et que cette solidarité-là, qui est battue en brèche H24 par beaucoup de gens dans le débat public, et bien que cette solidarité existe encore, elle est même vibrante et qu'elle est incarnée par cette génération qui, soi-disant, est apathique, a les yeux rivés sur ses écrans et vit dans l'individualisme le plus forcené. Ben, moi, je suis convaincu de l'exact inverse. Je suis convaincu que les jeunes à 20 ans aujourd'hui sont beaucoup plus politiques, pour reprendre ce qui a été dit en introduction de cette discussion, sont beaucoup plus politiques qu'on l'était nous quand on avait 20 ans, et pour une raison très simple. C'est que les mecs, je suis désolé pour vous d'ailleurs, vous naissez dans un monde où honnêtement, vous n'aurez aucune forme d'oisiveté possible. Vous ne pourrez pas vous laisser porter parce que tout part en sucette. Depuis l'écologie jusqu'à la politique, en passant par les inégalités sociales, tout part en sucette. Donc en fait, c'est dans ces moments-là, quand on se rend compte que l'histoire redevient tragique, qu'on a besoin de la politique et qu'on est même contraint de s'investir politiquement. Parce que si vous vivez dans une société où ça roule, où ça va tout seul, la politique, c'est un luxe, c'est un hobby. C'est quelque chose qu'on fait en plus. Mais quand on vit dans une société où ça ne va pas tout seul, et moi, quand j'avais 20 ans, on m'expliquait que c'était la fin de l'histoire, que tout ça allait avancer tranquillement vers le progrès de l'humanité, qu'il fallait laisser faire les scientifiques et les accords commerciaux, et que tout ça, ce serait parfaitement viable. Ben, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une catastrophe écologique et qu'en plus, politiquement, ça pose d'immenses problèmes et socialement, on n'en parle pas. Donc, en réalité, on se rend compte aujourd'hui que vous êtes obligé d'être politique. Ça ne veut pas dire prendre une carte dans un parti politique, mais vous serez obligé d'être des acteurs de la cité parce que les choses ne vont pas d'elles-mêmes et qu'il y a quelque chose qu'il faut transformer d'extrêmement profond dans notre société et dans la manière dont elle est dirigée, gouvernée et dont elle est portée. Merci beaucoup, Aïcha. Je te laisse ouvrir ton micro pour poser ta question. Il nous en reste 2 et après, on passera à la conclusion. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, pour toutes vos réponses. Moi, j'avais une question par rapport plus généralement au Parlement européen. J'aimerais savoir s'il a tiré des leçons de l'exemple chinois et est-ce que ce Parlement européen peut prendre des mesures si la situation est amenée à se reproduire dans d'autres pays, par exemple en Guinée. Les mêmes faits se sont reproduits et le silence de l'Union européenne est assourdissant. Il semblerait qu'il y ait une indignation de l'Europe à géométrie variable et c'est un peu inquiétant. Par exemple, l'Union européenne bénéficie des ressources de bauxite de la Guinée, mais ne sanctionne pas le gouvernement qui se livre à des pratiques inhumaines. Je pense notamment aux prisonniers politiques qui s'élèvent au nombre de 400, plus de 400 prisonniers politiques, enfin, des tueries sanglantes dans les rues. Enfin, l'Union européenne ne se prononce pas et j'aimerais savoir s'il y a des mesures qui vont émerger à ce sujet. Alors, bonsoir déjà. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les tuyaux et ce qui est prévu pour la Guinée spécifiquement, mais envoyez-moi un mail sur mon mail du Parlement et avec mes équipes, on va regarder ça et je pourrais vous apporter une réponse précise sur ce qui est prévu, s'il y a des choses prévues d'ailleurs, si c'est discuté, s'il y a déjà quelque chose de prévu et s'il n'y a rien de prévu, quel type de lettre vous voulez qu'on écrive, d'adresse on peut faire. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter parce que là, j'avoue que je ne sais pas en fait ce qui est prévu. Par contre, sur le fait qu'on tire les enseignements, ben, en fait, sur la déportation des Ouïghours et sur la Chine, le Parlement en tant que tel est de loin l'institution en Europe qui a le plus dit, qui a le plus demandé, qui a le plus fait. Le problème, c'est que l'infrastructure européenne est telle, des institutions, que en fait, le Parlement peut proposer quelque chose, mais à la fin, si les États membres ne l'appliquent pas, ils peuvent très bien nous considérer comme des violonistes, quoi. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a aucune volonté dans les États membres d'appliquer. Et là-dessus, c'est très compliqué pour nous de les contraindre. Notre seule arme, c'est le commerce. Parce que là, c'est une compétence strictement européenne et qu'il n'y a rien de commercial qui peut se décider sans l'accord du Parlement. Et le Parlement peut rejeter tout accord de libre-échange, tout accord d'investissement, tout budget, tout ça. Donc là-dessus, on a un vrai
pouvoir. C'est pour ça qu'il faut être en commission commerce, parce que c'est là où il y a vraiment le pouvoir au Parlement. Et là-dessus, on va avoir d'immenses débats sur justement ce dont on discute depuis le début, c'est comment on crée des instruments commerciaux qui permettent d'avoir une politique efficace en matière de droits humains et qui puisse être décidée à notre échelle, c'est-à-dire sans passer par les États membres. Parce que là, le problème, c'est que par exemple, le mécanisme de sanction de l'Union européenne qui pourrait être activé sur les violations des droits humains en Guinée, ce mécanisme, il suppose l'unanimité des États membres. Donc, il suffit qu'il y en ait un État qui dise non, parce qu'il a des bonnes relations avec le dictateur local, ou parce qu'une de leurs entreprises, une de ces entreprises a des bonnes relations, ou fait du commerce et gagne beaucoup de fric là-dessus. Donc, il y a un lobbying fort. Il suffit qu'il y ait un État qui refuse et ça bloque tout le processus. Donc, nous, on vote sur les sanctions. Mais ensuite, s'il y a un veto de la Hongrie ou de la France, d'ailleurs, ça peut être, ça bloque tout le processus. Donc, c'est pour ça que ce mécanisme de sanction sur les droits humains, il est à la fois, c'est extrêmement important qu'on l'ait, mais il est très difficile à activer et il ne dépend pas que de nous, quoi. Il dépend même carrément pas vraiment de nous. Alors que sur les questions commerciales, on peut avoir une compétence européenne directe. Voilà. Mais en tout cas, sur la question spécifique de la Guinée, ce qui est prévu, ce qui se passe, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, hein, si je vois que le sujet est important pour vous. On répondra sans délai, quoi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Donc, une dernière question, et c'est une question en fait plus politique, en tout cas centrée sur la France. Et quels sont vos projets pour 2022 au vu des divisions de la gauche en France? Et souhaitez-vous vous engager dans la campagne donc, au niveau national afin justement d'essayer de défendre ces positions que vous avez exprimées ce soir auprès d'un candidat ou d'une candidate voilà, pour 2022? Franchement, alors, une seule chose que je sais, c'est qu'il ne faut pas avoir 12 candidats, quoi. Ça me dirait, je ne suis pas un génie de dire un truc aussi banal, mais il faut qu'il y ait un candidat ou un candidat ou une candidate qui rassemble. Mais ce n'est pas suffisant de rassembler la gauche et les écolos, je pense, parce que le rassemblement en tant que tel, qui est une condition de sérieux, n'entraînera pas nécessairement une dynamique. Et moi, ce que je voudrais, c'est travailler justement à l'élaboration d'une plateforme qui pourrait être commune, mais qui porte des thèmes qui soient forts. Parce que honnêtement, il faut arrêter de se mentir. Quelqu'un a vu la différence quand la gauche était aujourd'hui, notre sport national, c'est de taper sur Emmanuel Macron. Il le mérite amplement, à mon avis. Mais quelqu'un a vu vraiment une différence fondamentale quand François Hollande était au pouvoir, où quelque chose de mirifique s'est produit. Non, je pense qu'il y a un vrai problème profond. Ce n'est pas juste la division de problème. Le problème profond à gauche, et quand je dis gauche, c'est la sphère sociale écolo, c'est qu'il n'y a pas eu assez de travail, il n'y a pas eu assez de courage, il n'y a pas eu assez de récits produits qui soient enthousiasmants. Et résultat, en fait, il n'y a plus un horizon commun de transformation réellement puissant qui puisse susciter une forme d'enthousiasme. Et c'est ça qu'il faut écrire d'abord. Moi, je dirais, aujourd'hui, il n'y a aucune situation qui me fait rêver, là. Et ce qu'il faut, c'est retrouver une forme d'enthousiasme. C'est aussi retrouver une forme de pratique. Parce que je crois au principe de la défaite et de la débâcle aujourd'hui de la gauche, il y a ce soupçon fondamental d'insincérité qui existe et qui est largement justifié par les expériences récentes. Il y a un soupçon d'insincérité. Ce n'est pas tellement que les gens jugent les programmes économiques de la gauche non crédibles, ça c'est ce qu'on explique généralement, mais encore plus que ça, c'est qu'ils les jugent insincères. C'est-à-dire que si c'était la crédibilité qui était en jeu, il n'y a pas autant de gens qui voteraient pour Marine Le Pen. Si c'était la pure crédibilité selon les échos, quoi, selon l'orthodoxie, ou autant de gens qui voteraient pour Salvini. Parce que leurs projets sont tout aussi non crédibles selon les orthodoxes. Ce n'est pas que les gens ils ressemblent à Dominique Seux quand ils évaluent les programmes. Mais chez nous, dans notre famille politique, il y a un soupçon fondamental
qui n'est pas celui de la non-crédibilité, qui est celui de l'insincérité. C'est genre, OK, donc on nous raconter leur truc et puis faire l'inverse, je sais pas. Donc il y a un récit à écrire, mais il y a aussi un récit à incarner, à vivre. Et ça, désolé, hein, mais on n'y est pas encore là. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est justement imposer une nouvelle manière de parler. Moi, tous les débats sur le capitalisme bidule, le grand soir qui va venir, la grande transformation, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, en fait, vraiment. Qu'est-ce que vous avez? Il y a une situation, il y a Zara de A comme Adidas à Z comme Zara. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça le capitalisme, ça se matérialise. C'est pas une idée ou un système qu'il faudrait abattre. Au lieu, je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait faire d'ailleurs, il y a un activiste serbe qui s'appelle Popovic, qui a écrit un livre, Comment faire tomber un dictateur, mais qui est un livre qui n'est pas du tout simplement sur son expérience en Serbie face à Milosevic, mais qui est un livre sur la politique en général. Et il raconte quelque chose d'extraordinaire, c'est le décalage total entre le discours général de la gauche et ce qui peut réellement mobiliser les gens. Et ce qui peut réellement mobiliser les gens, c'est une cause, et à travers cette cause, un récit qui se déploie sur le monde. Et pas de la phraséologie traditionnelle de la gauche. En fait, on n'entend même plus ce que la gauche nous dit. Et on n'entend même plus les discours de gauche. Ils sont devenus inaudibles. Et donc, je pense que c'est parce que c'est des discours de curé, quoi. Et qu'à un moment, il faut raconter le monde de manière complètement différente et vivre ce qu'on raconte. Et ça c'est quelque chose que moi, j'aimerais vraiment pousser dans la scène politique. Alors, la manière dont ça s'incarnera en 2022, j'en ai aucune idée au moment où je vous parle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune victoire possible sans le rassemblement, d'une. Mais deux, le rassemblement en soi, c'est le rassemblement de discours qui parle à personne, ça ne marchera pas vraiment non plus. Donc, il faut aussi le rassemblement avec une dynamique nouvelle et une manière de parler, une manière d'envisager les choses complètement différentes. Et voilà, ça, moi, je travaillerai avec le plus grand sens du devoir et du plaisir aussi, parce que c'est quand même quelque chose que je veux vous dire, c'est de toute façon, vous prendrez le pouvoir et on prendra le pouvoir, mais c'est sûr. Vraiment, le problème, c'est est-ce que ce sera après la victoire du fascisme, après la catastrophe ou pas? Et il y a une course contre la montre. Mais je suis, moi, convaincu que ça ne restera pas éternellement comme ça et que notre pays a en lui quelque chose de beaucoup plus noble, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus désirable que ce qu'on vit actuellement. Simplement, pour ça, il faut bosser, quoi. Il faut bosser, ça ne s'improvise pas. Il faut réécrire le récit de transformation du monde, réécrire le récit de transformation de la France, vivre ses causes, engager des gens qui ne viennent pas nécessairement de la gauche. On s'en fout de savoir si vous avez votre carte, pas votre carte, les chaussures. Ce n'est pas une mentalité de videur de boîte de nuit qui peut rendre les choses sexy à nouveau. Et donc, il faut impérativement changer de manière d'être et de parler. Et ensuite, voilà, vous allez voir, la jeunesse, elle reviendra. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt d'aller dans cette gauche-là? Franchement, il n'y en a pas. Donc voilà, il faut changer, quoi. Il faut vraiment changer et pas simplement dire Macron est méchant, on a compris. Ça va. Merci beaucoup, Monsieur Glucksmann, pour cette réponse très fournie. Alors, il est 20h06, c'est l'heure pour moi de conclure cet excellent débat. En tout cas, on tenait à vous remercier beaucoup. Grâce à votre œil de spécialiste, nous avons pu aborder plusieurs thématiques. Donc déjà, dans un premier temps, ça a été très intéressant pour nous de savoir quel a été l'élément déclencheur de votre combat pour défendre la cause des Ouïghours. Vous nous avez expliqué de quelle manière vous voyez vous entendiez pousser à une réforme du système européen pour qu'il se réinvente dans le bon sens. Également, vous nous avez dit qu'inverser le rapport coût-bénéfice pour faire pression sur les pays qui ne respectent pas les droits humains était la clé. Vous nous avez aussi éclairé sur la récente loi qui a été votée au Parlement, comme je dis dans mon introduction, sur le devoir de vigilance. Et donc, les deux moyens de faire pression sur les entreprises via le reporting, monitoring et surtout l'accès à la justice. Et enfin, vous avez parlé de l'importance de l'action citoyenne et de la future prévision d'une manifestation peut-être à échelle nationale où
ou je ne sais pas, en tout cas, beaucoup de projets par rapport à ça. Et donc, désormais, c'est à la jeunesse de jouer son rôle dans un contexte actuel qui, vous l'avez dit, sera difficile et on n'aura aucune forme de oisiveté possible. Voilà, j'ai repris cette formulation que j'ai trouvée très, très intéressante. Donc voilà, on continue notre activité avec Place au débat. Donc nous recevrons jeudi 25 mars, la semaine prochaine, Jacques Attali, puis la semaine suivante, Damien Abad, donc le jeudi 1er avril. En tout cas, nous vous remercions infiniment, chers auditeurs et Monsieur Glucksmann, et à très bientôt sur Place au débat. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.